Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale sur TV Vendée. Ravi de vous retrouver dès ce mardi 20 février 2024. Les titres tout de suite, la Vendée dans le top 5 des personnes qui sont le moins endettées. C'est ce que nous dit un récent bilan de la Banque de France. Le nombre de dossiers est stable en 2023 par rapport à 2022. Des agriculteurs qui poursuivent leur combat après le blocage samedi d'une grande surface de Fontenay-le-Comte. Ils ont mené avec succès des négociations hier. Nous parlerons aussi de ce banquet pour mêler le goût à celui des mots. Un festival réhabilite les langues maternelles et régionales. Et puis, cette expo qui est organisée jusqu'au 5 avril par le département, un hommage à l'écrivain originaire de Fontenay-le-Comte, Michel Ragon. Nous retrouvons le plus de l'info, la chronique Asso et bien sûr l'extrait. Il s'agit de Backstage aujourd'hui. Le jeu, nous vous donnons l'occasion cette semaine d'aller en famille au Nature Zoo de Mervan, découvrir ce site avec plus de 350 animaux, de quoi passer un bon moment. 2 entrées adultes et 2 enfants sont à gagner. La question arrive en toute fin d'édition. Le deuxième indice pour vous aider également. Mais avant tout ça, les prévisions météo. On prend les mêmes et on recommence. Le ciel vendéen est couvert dès ce début de journée. C'est la grisaille qui domine où que vous soyez dans le département. Toute petite baisse côté thermomètre. Au lever du jour, nous avons en moyenne 9 degrés. Dans l'après-midi, les nuages comptent bien garder l'avantage, mais des éclaircies pourraient se glisser ici ou là. Il fera 12 degrés au meilleur de la journée. Coup d'œil vers la carte des marées. La basse mer est passée à 8h05, la suivante est prévue pour 20h27 et pour ce qui est de la pleine mer, c'est à 14h55 cet après-midi, coefficient marée 41-46. Faisons un tour maintenant vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus au sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore celui des Sables-d'Olonne. Nous sommes le mardi 20 février 2024 et le 20 février, nous embrassons les Sherazade, les Daryl, Saïd ou encore les Mia. C'est la journée mondiale de la justice sociale aujourd'hui. Des anniversaires en ce jour, il y a Fred Testo, acteur qui a 50 ans, Ophélie Winter, la chanteuse, a le même âge, 50 ans aussi. Le rappeur français Grinch est un petit peu plus jeune, 44 ans. En Vendée, le soleil va se coucher à 18h27 ce soir. Voilà pour les quelques infos pratiques. Sans plus attendre, place au journal 100% Vendée. 1059, c'est le nombre de Vendéens endettés en 2023. Un nombre de dossiers stable par rapport à 2022, alors qu'ils augmentent en France. C'est ce que conclut le dernier bilan de la Banque de France. Nous nous situons dans les 5 départements avec le moins d'endettement pour 100 000 habitants et le deuxième de la région. Leurs dettes, dans 44% des cas, sont liées à la consommation, pour 29% à des logements immobiliers et 25% à des charges courantes. Donc on a traité la situation de 882 familles ou personnes seules en Vendée. On rapporte toujours le nombre de dossiers de surendettement aux 100 000 habitants, que ce soit en Vendée, dans chacun des départements. Donc c'est un rapport qui peut être intéressant en termes de comparaison. Eh bien, en Vendée, on a 148 dossiers aux 100 000 habitants, là où dans le reste de la région, on en a plus de 200, et en France, on en a de l'ordre de 220. Donc, on voit qu'on en a un petit peu moins. Seul dans la région, le département de Loire-Atlantique a moins de dossiers aux 100 000 habitants que nous, avec 138 dossiers. Elle peut déposer un dossier parce que justement, son banquier lui a dit votre situation est très tendue, vous devriez aller à la Banque de France. Ça peut être son banquier, ça peut être un autre créancier, ça peut être quelqu'un de son entourage qui lui, ou bien d'elle-même, ou bien elle a demandé une information à la Banque de France, puisqu'on a un numéro de téléphone, le 3414, qui nous permet de répondre à toutes les personnes qui sont en difficulté financière. Maladie, séparation, veuvage, perte du travail, autant de facteurs ou d'accidents de la vie qui peuvent néanmoins faire basculer une situation. Alors, la situation type du surendettement, c'est des personnes qui connaissent un accident de parcours. Donc un accident de parcours, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être un veuvage, ça peut être aussi une maladie. Ça peut être la perte d'emploi ou une problématique qui fait qu'on va se restructurer, réinsérer dans l'emploi. On est une période un petit peu comme ça qui fragilise l'équilibre budgétaire de la famille ou de la personne si elle est seule.
On a effectivement une personne type, on dira plutôt une femme, mais encore que c'est 52% de nos surendettés, ce sont des femmes, souvent seules, avec un ou plusieurs enfants à charge, qui sont dans des emplois, on va dire, moins bien rémunérés et qui sont locataires. Pour autant, on a tout type de dossiers au surendettement. On a aussi en Vendée beaucoup de personnes qui sont propriétaires. Et notre rôle, c'est de trouver une solution pour ces personnes-là tout en préservant leurs biens immobiliers. Ils maintiennent la pression. Des agriculteurs étaient samedi matin devant les entrées du magasin Leclerc de Fontenay-le-Comte pour en bloquer l'accès. Le magasin a dû fermer ses portes tout au long de la journée. Il s'agissait de protester contre la vente de produits étrangers dans les rayons. Le but de l'opération aujourd'hui, c'est pas de bloquer le Leclerc, c'est de faire pression, qu'ils comprennent qu'il y a un ras-le-bol et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente aussi, comme on a pu trouver avec les Hyper U. Ce qu'on demande, c'est qu'on limite un peu les produits étrangers, parce que nous, on est agriculteurs français, on parle à la télé qu'il faut acheter français, faire attention à notre agriculture française, on nous incombe de normes, on est tous à la PAC, comme les autres pays, et pourquoi l'État français vient nous remettre des normes supplémentaires ? Nous, de l'autre côté, on n'en peut plus. Donc, au GMS, de faire leur travail et d'acheter du français, quoi. Les agriculteurs étaient à nouveau présents ce lundi matin, sans blocage cette fois-ci. Ils ont été reçus par la direction du magasin. Après 1h30 de discussion, des accords ont été trouvés. Aujourd'hui, ils sont engagés à travailler qu'avec du produit local, en fruits et légumes, en local et de saison. Toutes les tomates et les courgettes qu'on trouve en hiver, ils vont les supprimer. Tous ces produits qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas de saison, ils sont engagés à les supprimer des rayons. Ils vont faire comme eux, ils vont nous faire une liste de 50 produits étrangers pour les enlever des rayons. Et derrière, ils sont prêts à se mettre avec nous autour d'une table. On était chez Leclerc, mais ils sont prêts à se mettre autour d'une table avec U, avec Lidl, etc. Ceux qui voudront se mettre autour de la table pour aller appuyer sur les industriels. Jamais on aurait pensé qu'on arriverait à les faire bouger comme ça. Une opération d'étiquetage a été conduite dans les supermarchés et supérettes de la ville hier. D'autres opérations de sensibilisation devraient voir le jour d'ici le lancement du Salon de l'agriculture. Psychologues, animatrices, éducatrices, tout type de professionnels étaient réunis pour échanger, renouer avec la confiance et la sécurité dans les EHPAD. C'est une première et ça s'est passé au Centre socio-culturel des Achards vendredi dernier. Cette conférence a été suivie de tables rondes et d'ateliers participatifs. Nom de la journée, arrêtez de venir pour moi mais venez avec moi, des propos qui ont été tenus par une résidente. Le message d'aujourd'hui, c'était vraiment le sentiment de sécurité. Comment on procure un sentiment de sécurité chez le professionnel et chez la personne âgée. Et qu'est-ce qu'on met en place ? Et avec la notion de l'attachement, en fait. On a voulu mettre ça en place pour que les professionnels puissent parler de leurs pratiques, et notamment de leurs pratiques du quotidien auprès de la relation envers le résident. Je suis persuadée que la relation avec le résident, avec les personnes que nous accompagnons, c'est ce qui permet de maintenir les professionnels à leur poste et de maintenir dans la durée l'envie de vouloir travailler avec l'autre. Un banquet pour mêler le goût à celui des mots, c'est la dernière idée originale de Yannick Jolin et Perrine Desproges pour la 3e édition du festival Le Goût des langues. Ce festival réhabilite les langues maternelles et régionales et réunit petits et grands autour de leur histoire. Entre battles de patois, apéro-causeries et bals plus ou moins trad, il y en a pour tous les goûts et toutes les langues. Direction Saint-Hilaire-de-Riez dans ce sujet réalisé par Alix Lanos. Ah ben oui, mais on est là, ma comptable elle est là. Ah la comptable est là. Mais moi ici qu'un pauvre paysan, il ne sait pas compter. On n'a pas de bure. Alors, ça... Non, on n'a pas de bure. D'abord oublié le bure. Dès l'entrée dans la salle du banquet, le ton est donné et c'est dans la joie que chacun renoue avec sa langue maternelle. Mon grand-père parlait pas français, ma grand-mère parlait un français approximatif. Et tous les voisins, c'était pareil. Donc j'ai été élevé dans cette ambiance, et puis c'est pour ça que j'ai un attachement profond à notre terroir, et puis à le faire partager. Et là, ce festival, c'est un truc mais formidable. Apprendre ça aux jeunes, là aujourd'hui, donc à travers ce petit banquet, mais qui est aussi un spectacle, et demain, avec les battles de patois avec les enfants, je trouve ça génial, parce que c'est notre culture. Devant un tartare d'huîtres, une assiette de fromage ou encore un nougat de Mogette, le public se régale de mets et de mots du terroir. Sur scène, des spécialistes des langues régionales viennent animer le banquet. Parmi eux, Stéphane.
Il arrive d'Acadie, en Nouvelle-Écosse, où 55 familles vendéennes se sont installées au 19e siècle, laissant ainsi leurs traces encore présentes aujourd'hui dans la langue des Acadiens. On peut dire qu'il y a des racines vendéennes parce que j'ai plein de mots comme bénaise, quand j'ai mal au dos, ben, j'ai mal à l'échine. Y avons été, c'est toutes des formulations qui sont pareilles. On a plein de ramifications puis de raisons de se rencontrer puis parler de ça puis se dire que non, nos langues sont belles puis valent la peine d'être vécues. Valent même la peine qu'on en soit fier. Et c'est tout l'objectif de Yannick Jolin et Perrine Desproges avec ce festival Le Goût des langues. Et c'est vrai que sur les langues régionales, ils ont tous un point commun, mais même en Acadie, sur la honte qu'on leur a intrinsèquement donnée. C'est-à-dire c'est les grands-mères qui ne veulent plus parler aux petits-enfants, elles ne veulent pas que les petits-enfants parlent cette langue parce qu'elles veulent le mieux pour leurs petits-enfants, donc pas la langue. Et ça, pour moi, c'est inentendable. Avec cette 3e édition du festival, Yannick Jolin et Perrine Desproges redonnent vie aux langues régionales et perpétuent ainsi leur histoire et la mémoire. Qui implique une complicité entre les collègues. 150 personnes étaient présentes au banquet. Paul Gâteau, président d'Histoire et Patrimoine du Fenouillet, vient d'écrire et publier Fables de la côte vendéenne, un livre-disque qui donne à entendre le parler d'autrefois, redonner vie à cette langue de la Côte de Lumière et l'objectif de ce recueil. L'auteur le reconnaît et le revendique comme un marqueur essentiel de sa personnalité, de son pays. C'est l'occasion de goûter l'une des variétés sonores savoureuses du terroir vendéen. C'est ma langue maternelle. Et qu'actuellement, je trouve que on ne l'entend pas suffisamment. Et donc, j'ai aimé faire un ouvrage qui puisse nous la restituer. Et du coup, puisque je l'ai parlé moi-même, donc en faisant un disque pour que les gens puissent entendre, parce qu'il ne suffit pas de la lire. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à avoir les vraies sonorités de l'époque. D'autant que les sonorités à l'époque pouvaient varier d'un kilomètre à l'autre, c'était étonnant quoi. Mais il y avait des résonances locales qui nous faisaient dire « Ah, celui-là, c'est ben chez nous ». Voyez-vous ? C'est un rendez-vous annuel du Secours populaire. À Luçon, la foule était présente lors de la braderie solidaire. Les chineurs sont venus nombreux. Il y avait un certain choix d'articles neufs, de jouets, de vêtements ou de chaussures ou encore de la vaisselle. Le tout à petit prix. L'argent sert à financer les différentes actions de solidarité de l'association tout au long de l'année. Déjà, c'est pour une bonne action. Et puis aussi pour nous, parce que les prix sont quand même intéressants. Donc c'est le cas. Aller chiner, j'adore ça et c'est toujours très agréable. Et puis en plus, il y a des choses neuves, donc c'est toujours très intéressant. Et puis ça permet de ne pas gaspiller. C'est une bonne action pour le Secours populaire et puis pour mon porte-monnaie, ça ne peut pas faire de mal non plus. Voilà. C'est la 3e fois que je viens parce qu'il y a vraiment des articles très intéressants, comme les jouets, les vêtements et la vaisselle aussi. Je viens comme tous les gens qui n'ont pas trop de moyens pour avoir des choses à petit prix, pas spécialement pour aider l'association malheureusement. Bon, après je pense que ça les aide un peu quand même. Et cette antenne accompagne près d'une centaine de personnes. En plus de Luçon, 3 autres communes accueillent une braderie, Chaland, les Sables d'Olonne et Saint-Hilaire-de-Riez. C'est la première boxeuse vendéenne à atteindre un tel niveau. À 16 ans, Melissa Leonetti devient championne de France de boxe anglaise en catégorie moins de 57 kg. La sportive licenciée au ring chalandais a raflé le titre ce week-end au parc d'Olin dans le Pas-de-Calais. Nous l'avions rencontrée il y a quelques jours pour suivre un de ses entraînements. Reportage à retrouver en replay sur tvvendée.fr. Et puis le conseil départemental de la Vendée organise une grande exposition jusqu'au 5 avril. Elle relate le parcours de Michel Ragon, écrivain vendéen, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Originaire de Fontenay-le-Comte, il est l'auteur d'une carrière intellectuelle portée par l'écriture, mais aussi l'enseignement. Une scénographie élégante et plus de 200 objets ou documents, dont certains manuscrits inédits, sont à voir à l'hôtel du département de la Roche-sur-Yon. C'est très important parce que Michel était très vendéen. Il aimait l'esprit de travail, l'esprit de goût du voyage des Vendéens. Et c'est très important pour fêter son centenaire, qu'il soit ici présent et qu'on découvre toute son œuvre. Que les Vendéens commencent à connaître Michel Ragon plus que par les mouchoirs de Cholet, mais avec toute son œuvre. Et il est parti à Nantes quand il avait 14 ans, comme l'a dit Monsieur le Président. Mais il est revenu en Vendée en 1980. À la mort de sa mère, il a pris conscience
de ses origines, de ses racines. Et là, il n'a plus quitté la Vendée, en fait. Michel Ragon est un profond Vendéen, j'ai envie de dire. Il a toutes les qualités du Vendéen, cet homme de travail, cet homme de culture, cet homme qui se bat en permanence pour lui-même et pour les autres. Il a toutes les caractéristiques et c'est pour ça lorsqu'il est parti sur Paris, il a voulu revenir écrire sur la Vendée, ce pays, comme il dit, qui l'a profondément marqué. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo du jour. Le ciel vendéen est couvert dès ce début de journée. C'est la grisaille qui domine où que vous soyez. Côté température, on compte 9 degrés à Luçon, Pouzauges et aux Herbiers, 10 à Montaigu-Vendée dans les rues de la Roche-sur-Yon. C'est stable près du littoral, environ 11 degrés à Saint-Jean-de-Mont, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer jusqu'à 12 degrés pour Noirmoutier. Dans l'après-midi, les nuages comptent bien garder l'avantage, mais des éclaircies pourraient aussi se glisser ici ou là. Il fera 12 degrés au meilleur de la journée. C'est la fin de ce Flash Info. À retrouver dans quelques instants la chronique Asso. Il y aura également extrait de Backstage aujourd'hui. On n'oublie pas le jeu également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. La communauté Emmaüs célébrait en février les 70 ans du premier appel lancé par l'abbé Pierre, l'occasion de revenir sur les actions menées par les deux communautés présentes en Vendée. Les premiers compagnons d'Emmaüs ont trouvé une dame dans la rue qui venait de mourir, puisque cet hiver 54, la Seine était gelée, enfin c'était vraiment très froid. Et ils ont trouvé cette dame qui venait de mourir et ce qui était encore plus pathétique, elle tenait dans sa main l'avis d'expulsion. Et il lance son appel en disant c'est inadmissible et il lance ce qui s'est appelé l'insurrection de la bonté. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Il y avait, je crois, 4000 personnes dans la rue à Paris. En 54, il y en a 16 000 aujourd'hui. Il y a 4000 enfants qui dorment dans la rue en 2023 en France. Donc on ne peut pas dire c'est fini. Alors il ne faut surtout pas dire il a perdu. Non, il n'a pas perdu. Parce qu'on abrite de nombreux compagnons, de compagnes. Mais hélas, on en refuse tous les jours. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que la communauté des Essarts. Il y a une autre communauté de Vendée, Fontenay-le-Comte. On dit Fontenay-le-Comte, c'est Saint-Michel-le-Clouc. C'est 30 personnes hébergées, formées, accompagnées. Nous avons dans chaque communauté une intervenante sociale, des salariés qui organisent. Ils ont un toit, ils ont une nourriture, on les accompagne, on les forme, éventuellement on améliore leur français et on a 14 enfants. Il y a une petite fille qui est née fin d'année dernière et on a sur les 13 autres scolarisés. 13 enfants qui vont à l'école, qui rentrent chez eux. C'est leur communauté, c'est la communauté, mais c'est chez eux. Et la meilleure illustration, c'est que c'est l'année dernière, eh bien, il y a un enfant qui a fait comme les autres enfants de l'école. Il a invité ses copains à la communauté pour son anniversaire. Et bien sûr, quelquefois c'est un peu plus triste, on les accompagne, comme le disait l'abbé Pierre, pour les grandes vacances. On a acheté une maison qui est une maison relais, c'est-à-dire que les compagnons qui ont un job vont dans cette maison. Pendant quelques mois, c'est gratuit. Et après, on leur demande une participation. Et ça leur permet d'avoir un certain temps pour trouver un logement. Et ça a une vertu pédagogique parce que ça les remet dans un cycle avec un salaire et bien sûr des charges. Et puis notre projet depuis longtemps, une dizaine d'années, c'est d'avoir des logements avérés. C'est en développement, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait les moyens de ce développement. Donc fin 2022, on a acheté une nouvelle maison. Donc, qui nous permettra, avec des nouveaux travaux, de loger 10, 12 personnes de plus. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce mardi. Je vous propose à présent de poursuivre avec la chronique Asso. Coup de projecteur avec Mathis Pires sur le Secours catholique. On y recherche des familles pour accueillir des enfants venus des 4 coins de France. Une action qui permet à ces enfants touchés par la pauvreté de partir en vacances en Vendée.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre du Secours catholique. À côté de moi, Hélène, bonjour. Vous organisez une action qui s'appelle l'accueil familial de vacances. En quoi ça consiste? Expliquez-nous. L'accueil familial de vacances, c'est une activité pour les enfants, leur permettre à des enfants de partir en vacances l'été, soit au mois de juillet, soit au mois d'août, dans une famille de vacances. Au niveau France, c'est plus de 3 millions de Français, de petits Français qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir un bol d'air au mois de juillet ou au mois d'août. Et donc, c'est une action qui permet de combler pour une cinquantaine d'enfants, pour la Vendée en tout cas, ce manque. Justement, vous venez de le dire, c'est de juillet à août, les vacances que vous proposez pour ces enfants. Ces enfants viennent des 4 coins de la France finalement, mais qui sont-ils réellement ? Ces enfants, ils sont connus, ou au moins leurs familles sont connues parce qu'ils bénéficient d'actions dans le cadre du Secours catholique. Donc ça peut être l'accompagnement scolaire tout au long de l'année, ça peut être d'une boutique vêtements dont les parents sont familiers, une action plutôt matérielle autre que par exemple l'aide alimentaire ou une aide financière. Et donc vous recherchez des familles pour accueillir ces enfants-là, des familles vendéennes. Mais qu'est-ce qu'elles vont organiser en fait avec ces enfants-là et vous recherchez combien de familles, comment ils s'inscrivent? Expliquez-nous un petit peu. Alors pour donner quelques chiffres, en 2023, ce sont 38 familles exactement vendéennes qui ont accueilli une quarantaine d'enfants. Donc on en recherche le plus possible pour pouvoir accueillir le plus d'enfants possible, permettre au plus d'enfants possible de bénéficier de vacances. Donc ce sont des familles qui sont prêtes à faire bénéficier à un enfant de son quotidien, de son environnement, de vacances, de nouer des liens différents, de pouvoir l'aider dans son autonomie. Voilà, c'est du donnant-donnant, c'est une expérience de partage, de découverte, d'amour en fait. Voilà. Une expérience de partage, de découverte et d'amour que vous pouvez partager avec un enfant venu de l'autre bout de la France finalement pour partager des vacances cet été de juillet à août. Si vous êtes intéressé, un numéro s'affiche juste en bas de votre écran pour pouvoir vous inscrire. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Hélène. Au revoir. Et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour la soutenir. Restez avec nous, le jeu arrive dans quelques instants, mais avant, place à l'extrait. Extrait de Backstage, l'invité aujourd'hui est l'artiste Ido Bant, auteur, compositeur, interprète, et ce à l'occasion de la sortie du 3e album Will. Et tu as commencé la musique de bonheur aussi par la guitare, en instrument. Oui, alors j'ai commencé pas très tôt non plus, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, à la fin du lycée, quoi. Mais en tout cas, j'ai commencé surtout en jouant avec mes amis, en reprenant des chansons. C'était vraiment une histoire de copains plus qu'une histoire musicale. Et là, tes inspirations, ça va de Brel aux Beatles. Oui, éclectique. C'est éclectique, effectivement, mais à la maison, j'avoue qu'on n'écoutait pas beaucoup de musique, donc mes goûts musicaux me sont plus venus par mes copains. Et puis, je ne suis pas allé chercher très 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 loin. J'ai le nez qui est tombé dans les Beatles très très tôt. Et puis, en fait, j'ai été un peu monomaniaque, quoi. Mais comme beaucoup de gens, la moitié de la planète, on va dire, est fan des Beatles. Non, je sais pas. Mais en tout cas, Brel et la chanson française, tout ça, ça m'est venu un petit peu plus tard. Mais d'abord, moi, c'était la pop anglaise. J'avais de la famille en Angleterre. Je voyais que par l'Angleterre. Et tu as passé d'ailleurs une année en Angleterre, avant de revenir en France. Là, tu démarres avec un groupe qui s'appelle Coup de Marron. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une histoire de copains aussi, puisque certains de Coup de Marron, je les connaissais au lycée. Un autre que j'ai rencontré en Angleterre. Le hasard fait qu'on s'est rencontrés en Angleterre. Et au retour d'Angleterre, on a monté ce groupe-là. Ça nous a quand même tenu une douzaine d'années. On a fait 3 albums, dont une bande dessinée. On a eu pas mal d'histoires. On a appris en fait tout le métier ensemble, comme ça, très lentement, très doucement, dans ce groupe. Une découverte chanson quand même au printemps de Bourges 2005. Donc tu l'as dit, beaucoup de projets avec ce groupe. Et puis au bout de 10 ans à peu près, tu décides de lancer
une carrière solo. Pourquoi avoir attendu autant de temps d'ailleurs ? Alors d'abord parce que moi je suis quelqu'un qui prend son temps, c'est-à-dire que je ne suis pas dans des espèces de fulgurances. Moi c'est que des lentes évolutions. Alors lentes pas forcément, mais en tout cas je suis toujours dans l'évolution et pas forcément dans les pages qui se tournent d'un seul coup. Ce qui fait que mon histoire solo, ça a été tout simplement l'évolution logique de ce groupe. Nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu. Nous vous offrons un pack famille avec notre partenaire Nature Zoo de Mervan, 2 entrées adultes et 2 entrées enfants pour donc le Nature Zoo. Mais voilà, ces places se méritent, il faut répondre correctement à la question de la semaine. La voici, quelle commune vendéenne se prépare à la venue des grandes marées en mars? Alors il y en a plusieurs des communes, mais nous sommes allés dans celle-ci. Vous voyez les images qui peuvent vous aider et l'indice, bien sûr, elle se trouve sur la côte de Lumière. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera avec Diane Delangle à 12h30. Excellente journée sur TV Vendée.